BFM Business, BFM Crypto, le club. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3 du lundi au jeudi. On est en direct du lundi au jeudi du coup sur les réseaux sociaux de BFM à partir de 14h et bien sûr on est retrouvé en radio et à la télévision à 21h30 ou en replay. Donc n'hésitez pas à aller nous consulter en replay et à vous exprimer dans les commentaires ou à notre adresse mail BFM. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Armandet comme chaque lundi. Bonjour Pauline. Tu es notre spécialiste crypto ici à BFM Business et on accueille aujourd'hui Artem Signakin, cofondateur du média Hawk Invest. Bonjour Artem. Bonjour, merci de m'accueillir encore une fois. Mais c'est avec grand plaisir et je crois que chez Hawk, là, vous avez travaillé sur tout un dossier. Vous avez bien approfondi ce qui s'est passé en DeFi cet été parce que l'été a été chaud. Voilà. Vous n'avez pas chômé, ça a été un peu compliqué pour la finance décentralisée, mais heureusement, j'ai l'impression que ça va mieux, on en parle dans quelques instants. Pauline, on va parler aussi de moyens de paiement en crypto-monnaie dans quelques instants, mais d'abord, on accueille Alexandre Baradez, analyste technique chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Bon, on va faire un petit point sur le marché crypto, notamment sur la reine des crypto-monnaies Bitcoin, parce qu'en début de semaine dernière, on a eu un pic à quasiment 29 000 $. Le marché s'est un peu excité avec cette décision défavorable à la SEC, mais plutôt favorable à la venue d'un ETF Bitcoin Spot. Mais depuis, ça fait 4-5 jours qu'on latéralise autour des 25-26 000. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Alexandre ? Techniquement, il n'y a rien d'inquiétant et même fondamentalement, il n'y a rien d'inquiétant. On va redire un peu, mais techniquement, on revient dans la zone des 25 000. Si vous regardez 25 000, c'est une zone que le marché avait déjà testée comme résistance en août 2022, puis encore en février 2023. Et finalement, ça fait maintenant depuis le mois de mars que le Bitcoin évolue entre 25 000 et 31 000. Et donc, le 25 000, on y revient une deuxième fois. En fait, on teste une ancienne résistance qui devient un support. Et effectivement, forcément, quand on revient sur un support qu'on a déjà testé auparavant, on se dit, est-ce que ça y est, c'est la fin du rallye? Est-ce que il y a un vrai risque en fait de décrochage de l'actif? Moi, je pense pas, parce que si vous regardez un peu le repli du Bitcoin, je le jugerai même pas sur les seuls derniers jours. C'est-à-dire, c'est pas seulement sur l'aspect on monte à 27 et on descend à 25. Le Bitcoin a commencé après le test en juillet des 31 000 et quelques, a commencé à fléchir à nouveau parce que vous avez un mouvement de renforcement du dollar. Il y a un côté lié au dollar qu'il faut toujours surveiller et une des grosses caractéristiques, c'est que le Bitcoin a perdu du terrain parce que le dollar s'est renforcé et aussi parce que les taux américains, notamment les taux courts, restent très élevés. Vous avez les taux courts qui s'étalent de 1 mois jusqu'à des taux à plus d'1 an qui sont encore au-delà de 5%. Donc ça offre en fait une véritable source de rendement, et on sait que les actifs les plus spéculatifs, dans lesquels on peut inclure aussi pas mal de valeurs tech américaines, pas seulement les cryptos, sont très sensibles à cet aspect dollar et taux. Donc il y a quand même une grosse partie, selon moi, qui réside dans le fait que c'est surtout lié à des aspects de marché globaux, est beaucoup moins lié aux fondamentaux du Bitcoin lui-même. Et donc, pour moi, il y a toujours une phase de consolidation latérale, si vous voulez. Et le danger, je pense que ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est que si le Bitcoin commençait à aller à 24 ou 23, par exemple, on pourrait se dire, mince, il casse le support, ça y est, c'est la preuve qu'il va s'enfoncer et partir aux oubliettes. Et c'est justement ça l'erreur, je pense, à pas commettre. C'est-à-dire que le marché pourrait tester, comme il le fait habituellement sur d'autres actifs, des indices ou des actions, il pourrait passer un peu en dessous pour tester, mais on voit, par exemple, que la baisse des dernières semaines s'est faite avec très peu de volatilité. Et il y a toujours ces fondamentaux que sont l'adoption de produits, moi je pense qu'on va y venir à coup sûr, de produits type ETF sur Bitcoin, notamment Bitcoin Spot. C'est une question de temps avant d'y arriver. Et un des paramètres clés pour parvenir à ça, c'est d'avoir un actif qui est moins volatile qu'à une époque. Une adoption de masse passe toujours par moins de volatilité, notamment en finance. Et là, c'est plutôt bon signe de voir que la correction du Bitcoin s'est faite récemment, mais avec très peu de volatilité. Et même globalement, ces derniers temps, la volatilité est beaucoup plus faible. Et ça, c'est un terrain favorable, effectivement. Il ne reste plus que le terrain réglementaire maintenant. Mais en tout cas, sur l'aspect caractéristique fondamentale des volatilités, c'est un paramètre important, plutôt favorable à l'adoption de Bitcoin plus tard dans l'année. Bon, donc toi, tu t'es plutôt positif tant qu'on ne casse pas la résistance des 25 000 $. Mais tu le disais, pour toi, c'est la potentielle création d'un ETF Bitcoin Spot qui serait un catalyseur d'une potentielle prochaine hausse, ou alors il y a d'autres choses qui pourraient aussi faire rebondir les cours.
Oui, plusieurs choses. Alors, juste pour compléter à Maurice ce que tu disais, même si on passe sous 25 000, je ne suis pas inquiet. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'il faut voir la phase actuelle comme une phase intermédiaire, en fait. Il y a eu l'énorme purge jusqu'à 15 000 $ en fin d'année dernière, le gros rebond jusqu'à 31 000. Et là, c'est une phase intermédiaire, en fait. C'est une phase qu'on peut qualifier de consolidation. Et donc, on va attendre tranquillement la fin de cette consolidation pour chercher ensuite à casser les 31 000. Et ensuite, les objectifs seront plutôt dans la zone 35-42 000 d'ici quelques mois. Donc, même si on passe en dessous, je pense au contraire des bonnes zones pour les gens un peu patients pour acheter, parce que je pense que ce niveau-là, ce sont des cours intéressants. Alors oui, effectivement, le gros catalyseur, ce sera l'émission d'ETF Bitcoin, parce qu'il faut bien voir que ça va drainer du volume. C'est ça qui est important. Quand vous émettez un ETF, il faut derrière que l'émetteur ait les garanties et les couvertures. Donc, il va devoir intervenir sur le marché spot directement, et ça va drainer un volume qui peut devenir énorme, parce que l'objectif de ces ETF, c'est de rentrer dans les plans d'épargne, les fameux 401K des Américains. C'est-à-dire que c'est plus seulement un produit qui serait disponible sur certaines plateformes, produits dérivés et autres, ça rentrerait comme produit réglementé que vous pouvez inclure dans des plans d'épargne retraite. Et ça, on sait que c'est des thèmes qui sont évidemment très puissants aux États-Unis et générateurs d'énormes flux. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça va être un point purement lié au contexte macro, c'est-à-dire la baisse de l'inflation. Tout chiffre d'inflation qui accélérerait à la baisse aux États-Unis, inflation globale ou inflation cœur, avec une détente de ces fameux taux courts américains, vous voyez, si on passait de 5% sur les taux courts à, par exemple, 4,5 ou 4%, ça, ce serait une bouffée d'air également pour le Bitcoin. Donc, il y aura vraiment cette thématique de l'inflation qu'il faudra surveiller de très près, parce que toute amélioration plus sensible qu'à l'accoutumée, si d'un mois à l'autre il y avait une belle amélioration par exemple, eh bien là vous auriez des éléments qui seraient à la fois favorables pour le Bitcoin, mais pour tous les actifs qui ne sont pas des actifs de rendement. Je pense à l'or par exemple. L'or aussi bénéficierait typiquement de ce genre de situation, parce que les taux se détendraient, le dollar se détendrait, et ça profiterait au Bitcoin et à d'autres actifs plus à risque. Merci beaucoup Alexandre. On va donc surveiller attentivement l'inflation et aussi ce potentiel ETF Bitcoin Spot qui, s'il voit le jour, risque de mettre le feu aux poudres. Merci Alexandre Baradès pour IG. À bientôt Alexandre. Artem, on parlera dans quelques instants de la finance décentralisée, de ce qui s'est passé. Voilà, l'été a été chaud pour la finance décentralisée. D'abord, Pauline, on parle avec toi tout de suite de paiement en crypto par carte, parce que la semaine dernière, tu avais payé un périer en Bitcoin, un Surfit Bitcoin, avec le fameux Lightning Network. Et aujourd'hui, tu vas nous parler aussi de quelque chose de très concret dans l'univers crypto. On passe à la vitesse supérieure. Pauline, dis-nous tout. Oui, parce qu'en fait, payer en utilisant le Lightning Network, c'est évidemment très intéressant, mais c'est limité à la communauté Bitcoin, en tout cas à ceux qui détiennent de cette crypto-monnaie. Là, j'avais un peu envie d'explorer le champ des possibles en termes de paiement, et c'est vrai que, est-ce que tu savais, qu'il est possible en France de pouvoir payer en crypto-monnaie dans n'importe quel type de service qui accepte le réseau Visa et Mastercard. Alors, n'importe quel type de service, je ne savais pas. Ouais, alors c'est vrai que du coup, ces cartes de paiement crypto, c'est ce qu'elles permettent. Donc pour t'expliquer un peu le modèle déjà, c'est des cartes de débit qui utilisent le réseau Visa et Mastercard. Et évidemment, alors la subtilité, et peut-être qu'on en parlera juste après, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il y a une conversion des crypto-monnaies que tu vas détenir qui vont se faire en monnaie traditionnelle et qui vont permettre de pouvoir payer un commerçant. Mais globalement, ça s'appelle quand même des cartes crypto et ça permet donc d'effectuer ce type de paiement. Bon, et alors il y a des avantages, des inconvénients, parce qu'en fait là, s'il y a une conversion qui se fait en monnaie fiat, du coup, quelle différence il y a concrètement entre retirer ses cryptos de sa plateforme et payer après directement en monnaie fiat ou payer directement par carte crypto ? Alors, déjà en termes d'avantages, ce qui fait évidemment l'unanimité, c'est que c'est assez simple d'utilisation, parce qu'en fait c'est une carte de paiement assez classique. On sait tous utiliser sa carte ou alors son smartphone pour pouvoir payer. Ensuite, ces cartes, elles proposent en général des services qui sont assez similaires à ce qu'on peut appeler des néobanques à l'heure actuelle, donc des banques en ligne. Typiquement, des frais de tenue de compte qui vont être moins importants que des cartes bancaires classiques, qui peuvent être avec des comptes qui peuvent être relativement élevés. Ensuite, il y a aussi pas mal d'avantages, comme pouvoir les utiliser à l'étranger. Les frais de conversion sont évidemment moindres. Est-ce qu'on peut retirer du cash avec ces cartes-là ou pas ? Et aussi, d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut retirer effectivement du cash via des distributeurs automatiques, ce qui fait qu'en gros, et j'en ai discuté avec des utilisateurs de ces cartes crypto, ils disent que c'est en fait le chemin le plus simple de passer de la crypto à du cash.
On n'a plus besoin d'enlever ces crypto-monnaies des exchanges, pour le dire simplement, et obtenir de la monnaie traditionnelle. En fait, les cartes crypto, on les met à des distributeurs de billets, on peut retirer du cash, en sachant quand même que les plafonds sont limités par les plateformes d'exchange, notamment à cause des frais bancaires aussi, là où on retire en fait ces cryptos, ce cash aux distributeurs. On peut même gagner de l'argent en ayant une carte bancaire, on va dire, avec des crypto-monnaies. C'est-à-dire, il y a un système de cashback. C'est-à-dire, quand on paye, on peut recevoir des intérêts. C'est ça, Pauline ? Tout à fait, et c'est le système de cashback qui, je pense, intéresse aussi beaucoup d'utilisateurs et de gens qui vont vouloir utiliser ce type de carte. En fait, ce système de cashback, il peut varier, le pourcentage de cashback peut varier entre 0,5 et 6 ou 8% en fonction d'un système dit de stacking, qui fait qu'en fait, l'utilisateur, il va acheter des jetons de gouvernance donc d'une société, d'une plateforme crypto, et en fait les staker, donc les déposer sur cette plateforme, et grâce à ça, il va pouvoir obtenir un certain montant de staking un pourcentage qui va augmenter. Donc c'est un peu du gagnant-gagnant entre l'utilisateur et la plateforme, mais aussi il y a des risques parce que si tu détiens le jeton d'une plateforme qui va par exemple se retrouve dévalué, c'est aussi à tes risques et périls. Et ça peut aller, pour finir là-dessus, ça peut aller jusqu'à combien de pourcents à peu près de rendement? Ça dépend. Il y a des... en tout cas, au niveau du staking, ce qu'ils proposent, je crois que le maximum, on est sur du 8%. 8 ok, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Artem, tu utilises ça, toi, des cartes comme ça? Il y a beaucoup de choses à dire sur les cartes de paiement crypto, parce qu'au début, les gens les voyaient un peu comme un moyen d'esquiver les taxes, d'utiliser la crypto directement lorsqu'elle sera convertie en euros. Il faut noter, je pense, une chose, c'est que ces cartes-là sont émises par des plateformes qui sont centralisées. Généralement, ce sont des exchanges comme par exemple Binance ou Crypto.com, qui étaient les premiers à proposer ça. Et donc, ils ont attiré énormément d'utilisateurs justement grâce à ce cashback, grâce au cashback de Netflix, de Spotify, etc., etc. On voit que sur le long terme, le cashback ne tient pas. La plupart de ces cartes ont diminué, divisé par 10 leur cashback. On était sur 5% sur Binance à une époque. Aujourd'hui, on se retrouve aux alentours de 1% à peine pour les plus gros, pour ceux qui ont le plus de BNB. Ouais, donc c'est pas si rentable que ça, quoi. En fait, c'était rentable pendant très longtemps. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, à mon avis, en tout cas. Mais ça peut être une bonne alternative parce que, pour juste un petit rappel, sur Binance, énormément de virements ont aujourd'hui des soucis. Donc, pour retirer des euros depuis Binance, aujourd'hui, c'est un peu le seul moyen de convertir ces crypto-monnaies en euros, ou alors retirer vers un autre exchange. Donc, ça peut être aussi une solution au problème de Binance, mais dans tous les cas, cette résolution reste très limitée. Mais il y a plusieurs types de cartes, je crois, Pauline, Artem. Il y a des cartes non-custodial et il y a des cartes custodial. C'est-à-dire qu'il y a des cartes où on va dépenser les fonds qu'on possède réellement et d'autres cartes où on va dépenser les fonds que la plateforme possède. Quels avantages, quels inconvénients par rapport à ces deux types de cartes? Je pense que là, l'avantage, c'est surtout du côté de l'utilisateur. Si c'est non custodial, effectivement, l'utilisateur est encore maître de ces crypto-monnaies. En revanche, si c'est l'autre, par exemple, non custodial, il y a des cartes du type Plutus ou Monolith. En revanche, si c'est custodial, c'est des plateformes comme Binance, etc. Les plateformes d'échange centralisées qui vont du coup où les crypto-monnaies ne sont pas détenues par l'utilisateur et donc il peut y avoir tout type de risques qui sont associés à ces sociétés. En sachant qu'un des inconvénients qui est évidemment à noter dans le cadre de l'utilisation de ces cartes, c'est vraiment la question de l'imposition fiscale en France. En tout cas, inconvénient du point de vue des utilisateurs. On le rappelle, les plus-values en crypto-monnaie sont taxées à hauteur de 30%. Et c'est pour ça qu'il y a certaines subtilités dans l'utilisation des cartes et que, comme il y a deux types de cartes, des cartes dites prépayées où les utilisateurs vont d'abord vendre leur crypto-monnaie et ensuite obtenir un solde en monnaie traditionnelle. Et ça, l'imposition se fera dès cette première vente. Et il y a les cartes live où chaque transaction en fait fera l'objet d'une imposition. Quoi qu'il arrive, on n'est pas moins imposé quand on dépense ses crypto-monnaies par carte. Donc, et c'est comme tu disais, et ce qui fait que c'est aussi au risque. Les utilisateurs peuvent utiliser ces cartes, mais ils savent aussi qu'il y a des avantages et aussi pas mal d'inconvénients. Bon, puis les crypto-monnaies, c'est encore assez volatile aujourd'hui. Donc voilà, il faut faire aussi attention à ça. Conclusion, Pauline, est-ce qu'on pourrait recommander, entre guillemets, Artem aussi, si tu as déjà utilisé ce genre de système-là, est-ce qu'on pourrait
recommander aujourd'hui, par rapport à ce qui existe, l'utilisation de ces cartes-là, ou alors c'est plus un gadget encore pour le moment? Alors personnellement, je pense que, comme je l'ai dit juste avant, les cartes qui sont custodianes, donc qui sont émises par des plateformes centralisées, lorsqu'on détient des cryptos sur une plateforme centralisée, on prend un risque. On a vu ce qui s'est passé avec les banques américaines, notamment avec Silicon Valley Bank et d'autres qui ont suivi. Il y a des plateformes crypto qui utilisent ces banques-là, qui détiennent les fonds dans ces banques-là. Il y a des banques qu'on ne connaît pas. Par rapport à l'argent qui est gardé. Donc moi personnellement je ne recommande pas parce que je pense que le ratio risk-reward n'est pas assez bon aujourd'hui pour continuer à utiliser ces cartes-là, personnellement. D'accord, donc voilà, c'est plus si c'est pas, comment dire, faut quand même connaître bien avant cet écosystème-là. En tout cas c'est pratique, mais pas tellement au final, parce que en réalité vaut mieux autant pour l'instant retirer son argent de ces plateformes et de les mettre en monnaie fiat et de faire ses paiements en monnaie fiat plutôt. C'est ça que tu... C'est ça, moi je dirais plutôt ça, oui, passer par des plateformes en lesquelles on a confiance, notamment Kraken par exemple, qui jusqu'à présent n'ont pas eu de soucis. Donc retirer les crypto-monnaies directement par virement, tant que la plateforme propose les paiements par virement vers nos comptes à nous. Pour moi, c'est une bonne alternative. Et sinon, de tenir ces crypto-monnaies sur une clé Ledger, ça reste toujours la meilleure des solutions aujourd'hui, selon moi. Voilà, c'est bien de le rappeler, Bon, on repasse tout de suite à la finance décentralisée. On va faire le point sur tout ce qui s'est passé cet été, parce que ça a été chaud cet été sur la finance décentralisée. D'abord, Artem, on peut rappeler un peu ce qu'est la finance décentralisée, hein. En fait, c'est quoi? On y fait la même chose que dans la finance traditionnelle, à savoir emprunter, percevoir des intérêts, investir dans des produits financiers, mais sans intermédiaire, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc on va avoir différentes plateformes qui proposent la mise en relation des personnes qui vont prêter et des personnes qui vont emprunter. Ces plateformes définissent les intérêts, les crypto-monnaies qui peuvent être déposées et qui peuvent être empruntées. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la finance classique, on peut avoir des prêts sans forcément avoir de collatéral, on va dire d'argent sur son compte, mais par une garantie de notre travail, de notre maison ou autre. La finance décentralisée nécessite un collatéral. On ne peut pas emprunter plus en finance décentralisée que ce qu'on a déposé, c'est ça? Exactement. Okay. Donc ça, c'est la première chose dont on a besoin. Et la deuxième chose, c'est que notre collatéral qui est déposé sur la plateforme, qui nous permet d'emprunter, il faut qu'il soit accepté par la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, imaginons je crée un token BFM Crypto, je dis qu'il vaut $1 milliard et que je le dépose sur une plateforme et que j'emprunte alors que je suis le seul détenteur de token et qu'il ne vaut jamais ce prix-là, bah, ça marche pas. Ouais, ça vaut au moins ça, je pense. Mais donc voilà, il faut que les tokens soient acceptés en tant que collatéral par les différentes plateformes. Et il faut que ces tokens soient assez liquides, ce qui veut dire que lorsqu'on revend ou lorsqu'on achète, il n'y a pas trop de variations sur le marché. Il faut que le token soit généralement d'un projet assez solide. Donc tout dépend des critères de sélection de différentes plateformes. Mais globalement, aujourd'hui, il y a une sélection de collatéral et ensuite, combien ce collatéral nous permet d'emprunter. Donc, il y a quand même ce mécanisme-là de la finance décentralisée qui est là pour s'auto-protéger, entre guillemets. Mais paradoxalement, c'est ce qui a posé problème en plein milieu de l'été, le 30 juillet, au protocole de finance décentralisée Curve. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs événements qui nous ont menés à cette situation. La réalité, c'est que le premier événement et qui déclenche un peu tout ce qui s'est suivi à la suite de ça, c'est un hack de plusieurs pools de Curve qui ont été vidés à cause d'un bug dans le langage de programmation. Alors quand tu dis pools, c'est des pools de liquidité. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce qu'est une pool de liquidité pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas Oui, bien sûr. Alors une pool de liquidité est généralement composée de 2 ou plusieurs actifs qui permettent en fait aux personnes d'échanger, d'arriver sur la plateforme et d'échanger ces actifs entre eux directement. Et donc lorsqu'une pool se fait hacker ou se fait vider, ça veut dire que la liquidité est retirée. Donc en revanche, l'une de ces pools qui a été vidée lors de ce hack, c'est la pool avec le token CRV de la plateforme Curve et le token Ethereum. Lorsque cette pool est vidée, la liquidité sur le marché, elle diminue. Elle baisse drastiquement, puisque aujourd'hui, c'est sur Curve qu'on venait échanger du CRV contre de l'Ether. Allez, pourquoi là, c'est important d'avoir de la liquidité? Et pourquoi c'est un problème de ne plus en avoir, hein, plutôt dans ce cas-là? Et là, en fait, on va revenir un tout petit peu en arrière. Plusieurs années en arrière même. Donc le fondateur de Curve, qui s'appelle Mikhail Egorov, avait énormément de tokens Curve. Il avait à peu près un peu plus de 40% de la supply totale de ce token. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, tout à fait.
Mais aujourd'hui, on voit que dans la finance décentralisée, lorsque les fondateurs vont vendre leur token, on va leur reprocher de vendre le token et de dump sur la communauté, comme on appelle ça. Donc de le faire baisser, du coup. Exactement. Donc ce que Michael a préféré faire, c'est de déposer ses CRV sur différents protocoles de prêt et emprunter de l'argent contre le CRV. Pour éviter de le vendre. C'est ça. Et donc en bull market, sa collatéralisation valait plus de 3 milliards de dollars. Sauf que maintenant, on traverse une période difficile depuis un bon petit moment. Et ça donc, a pas mal baissé depuis. Et donc justement, le token a bien baissé. Et avec le hack, le prix du CRV a baissé encore plus. Parce que les gens perdent confiance dans la plateforme, parce qu'il y a des personnes qui essayent de trader ce mouvement, et parce que le hacker, à tout moment, il peut vendre ses curves aussi. Donc, avec la baisse du token, le collatéral de Michael, il a commencé à baisser aussi. Il faut savoir qu'au début du hack, il avait environ 140 millions de dollars d'emprunts sur différentes plateformes. Et donc, on arrive au point où il doit se faire liquider pour rembourser les prix, puisque sa collatéralisation n'est plus suffisante pour assurer le montant qu'il a emprunté. À ce moment-là... Là, il a 2 solutions, je crois, c'est ça? En fait, il pouvait soit tout laisser comme ça et se faire liquider par le protocole directement. Le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas assez de liquidité. On revient sur ce hack qui a enlevé toute la liquidité du marché et donc revendre tous ces tokens-là et ça allait... C'était impossible. C'est ça, c'est impossible. En fait, le token, il va à zéro et au final, les protocoles qui ont laissé Michael emprunter se retrouvent avec une mauvaise dette envers leurs utilisateurs. Donc pour avoir de la liquidité sans faire baisser le prix du token, il a fait quoi? Il les a vendus, mais d'une autre manière, c'est-à-dire OTC, over the counter, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc ça il consiste... a envoyé des textos un peu voilà, exactement. son carnet d'adresse de riches copains. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, si Curve s'effondrait, enfin si les prêts de Michael s'effondraient plutôt, ça allait déclencher un effet domino. Il y a énormément de protocoles de DeFi qui allaient être mis en difficulté. Et en fait, à ce moment-là, c'est tout l'écosystème, c'est dans l'intérêt de tout l'écosystème de contribuer au sauvetage de Michael. Et donc à ce moment-là, on a ces ventes qui consistent à vendre des tokens sans impacter le prix du marché. Donc par exemple, je te dis à Maury, je t'envoie 100 Curve, tu m'envoies 100 €. On s'arrange entre nous. Le prix n'a aucun impact sur le marché. Et donc on retrouve des market makers comme Wintermute ou DWF Labs. D'ailleurs, eux, c'est encore assez intéressant ce qu'ils ont fait. On retrouve des personnalités comme Justin Sun, le fondateur de Tron. On trouve également des protocoles comme par exemple AAV qui ont également acheté ce token-là, tout simplement parce que le token Curve a de l'utilité dans la DeFi. Et donc, quand on te le propose à un prix réduit, tu le prends, tu l'achètes. Donc tout le monde s'y retrouvait à ce moment-là. C'est ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y avait pas de smart contract derrière. Ça veut dire que les tokens ont été envoyés, l'argent pour ce token-là a été envoyé, mais il n'y a pas de lock. Ça veut dire que c'est un handshake agreement, c'est ce qu'on appelle, on se met d'accord, tu ne vends pas les tokens directement au marché. Et le lock était entre 3 et 6 mois, suivant les différents acteurs. Encore une fois, ce sont des détails qui sont un peu obscurs puisque c'est une vente OTC et donc il faut que tout le monde s'exprime. Mais globalement, il a réussi à sauver ses positions pour garantir une certaine stabilité. Il nous reste moins de 2 minutes, ça passe très très vite. Là, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est maintenant qu'il y a eu ces deals qui ont été faits? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Alors aujourd'hui, Michael est toujours à 38 millions de dollars qui sont empruntés sur différents protocoles. Par contre, ils sont collatéralisés avec 125 millions de dollars de Curve. Le hacker n'a pas été retrouvé. Il y en a un des deux qui a renvoyé les fonds. Pour le deuxième, il y a actuellement une bounty de 1,85 million de dollars. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'amuser à le chercher pour un bon prix, ils peuvent retracer ses activités on-chain. Et juste un petit fun fact avant de finir, c'est justement DWF Labs, qui était un market maker et qui était censé respecter les termes de contrat, ont envoyé 2 millions de dollars de Curve vers Binance et on a connu une grosse chute à ce moment-là du token. Et donc, on ne sait pas s'ils les ont vendus, ce qu'ils en ont fait. Donc, eux n'ont pas respecté le deal. Mais en même temps, il n'y avait pas de... C'était parole contre parole, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, beaucoup de gens pensent qu'ils ont vendu. Et le CEO s'est exprimé en disant qu'ils ont un plan qu'ils vont faire et qu'ensuite, ils remettront les cœurs sur leur adresse. Mais connaissant leur réputation, malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'ils ont vendu. Ok, et maintenant, globalement, là, très rapidement pour finir, sur la finance décentralisée, une fois qu'il s'est passé ça, est-ce que les gens ont toujours confiance dans la finance décentralisée? Est-ce qu'il y a un bel avenir pour cet outil-là? Il y a des protocoles qui ont pris des mesures pour éviter ce genre de situation, notamment sur AAV par exemple, sur la V4 de AAV, il y a des plafonds qui ont été instaurés pour toutes les crypto-monnaies, notamment pour le CRV. D'autres protocoles ont décidé, pareil, d'instaurer de nouvelles mesures pour
éviter ce genre de situation. Mais en tout cas, aujourd'hui, le prêt de Michael est en bonne santé, on va dire. Donc on va voir comment ça évolue, mais en tout cas, ça sert d'une belle leçon, comme quoi se surexposer au marché crypto, ça a des risques, et même les plus gros de ce marché, ils sont exposés. Merci beaucoup Artem Signakin, cofondateur du média Hawk Invest, et Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. D'ailleurs, Pauline, ta newsletter sort ce soir à 18h, c'est ça ? C'est ça. Voilà, donc checkez bien vos boîtes mail, tout le monde, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée, bonne journée, bonne soirée, et à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.